Bien, si vous en êtes d'accord, on va commencer tout de suite. Donc, asseyez-vous, merci. N'oubliez pas de rallumer vos portables quand ce sera terminé. Alors, la jeunesse, une ressource rare du futur, c'est ce dont nous allons débattre avec nos invités. Alors bien évidemment, cette session est sous l'autorité de Jean-Michel Charpin du Cercle des économistes. Nous entendrons de courtes allocutions pour qu'il puisse y avoir place au débat si chacun respecte son temps de parole. André Masson de l'École d'économie de Paris, Steve Clements, mon voisin, journaliste The Atlantic et National Journal, Lionel Zinzou de Paya Partner, le docteur Sekar Shah du National Council of Applied Economic Research d'Inde, Mercedes Hera de BETC, qui est la première agence de communication, André Lebras, démographe et de l'Institut national d'études démographiques. Je n'ai rien oublié? Ah, Hervé, j'ai dit André, pardon. Hervé m'excusera. Voilà, ça ne change rien, ses qualités. Donc, eh bien, la parole, je vais la donner tout de suite donc à Jean-Michel Charpin. Alors, avec ces propos introductifs, c'est qu'aujourd'hui, ce ne sont plus seulement les voyages qui forment la jeunesse, mais aussi la formation, les investissements et l'insertion professionnelle. Ce sont les trois nouvelles mamelles de la France. Et donc, Jean-Michel, vous avez la parole. Merci. Bonjour à tous. Dans cette session, nous allons parler de la jeunesse, de l'investissement dans la jeunesse, ou plutôt des jeunesses, parce que à la fois il y aura les jeunesses de différents pays, et puis il y a plusieurs conceptions possibles de la définition de la jeunesse. C'est d'ailleurs un point sur lequel Hervé Lebras a l'intention de revenir dans son intervention. Le critère le plus simple, c'est évidemment de partir de l'âge et de définir la jeunesse comme une tranche d'âge, allons, si on veut, mettons, de 15 à 30 ans. Et dans nos pays, et aussi en France, c'est une génération qui connaît des difficultés importantes et qui est souvent appréhendée à travers ces difficultés dans la formation, dans l'apprentissage, dans l'insertion dans l'emploi. En même temps, il y a quelquefois, me semble-t-il, un peu de surdramatisation de la situation. C'est une génération qui est bien formée, c'est une génération qui a la possibilité de voyager, comme on disait. C'est une génération qui, même dans sa majorité, n'est pas en si mauvaise situation vis-à-vis du marché du travail. On considère qu'il y a à peu près 2/3 des jeunes qui, en quelques semaines ou en quelques mois après la fin de leur phase éducative, ont trouvé un emploi. À peu près le même pourcentage, 2/3, qui en quelques années a trouvé un emploi stable, et le même type de pourcentage qui envisage l'avenir sous un jour favorable. Mais il y a une minorité relativement significative qui a des difficultés majeures dans la formation et dans l'insertion dans l'emploi, et dont les difficultés sont si grandes qu'elles rejaillissent sur l'état d'esprit de la totalité de la génération. À côté de cette génération-là, il y a une autre génération qui a beaucoup fait parler d'elle, c'est celle qui est née approximativement entre 1930 et 1955. Certains auteurs l'appellent la génération dorée. C'est une génération qui a connu le plein emploi, des évolutions de revenus favorables, des augmentations de prix d'actifs, donc dans leur patrimoine, importantes, situation sociale à une époque où il y avait des progrès sociaux. Et cette génération est maintenant soit sortie de la phase de travail, soit en passe d'en sortir, mais sa situation est évidemment très contrastée par rapport à celle des jeunes. Et puis, entre les deux, il y a une génération intermédiaire pour laquelle on ne s'est pas trop donné d'appellation estampillée, les gens qui ont entre 30 et 60 ans, disons, mais qui sont très nombreux, et puis dont il faut toujours
se souvenir que ce sont eux qui financent, ce sont eux qui produisent, ce sont eux qui gagnent le revenu, ce sont eux qui élèvent les familles pour beaucoup, ce sont eux qui subissent la pression fiscale, et ça sera un élément important de notre discussion que de voir comment ils sont traités. Notre table ronde a été organisée avec une approche très internationale, avec des points de vue américains, asiatiques, africains, européens, et qui intégreront à la fois la situation dans chacune de ces zones et puis la question très importante des migrations internationales entre les différentes parties du monde et même à l'intérieur de l'Europe. Et le but de notre session, c'est d'éclairer cette question de l'investissement dans la jeunesse, c'est-à-dire de mieux comprendre comment on peut favoriser une meilleure organisation des apprentissages, de la formation, de l'insertion dans l'emploi pour la jeunesse, de façon à ce que cette génération puisse succéder à celle qui la précède de façon ambitieuse et inventive. Bien, merci Jean-Michel. André Masson va commencer avec vous. Vous allez nous expliquer de quelle manière on peut inventer un nouvel équilibre entre les générations, donc les jeunes et les vieux, pour parler simplement, mais aussi entre l'individu et l'État. Tout ça est à repenser. André, vous avez 10 minutes. Oui, bonjour. Donc, moi, je vais continuer dans la ligne de Jean-Michel. Et donc, je vous proposais donc un pacte pour la jeunesse en disant qu'il doit lier et mobiliser toutes les générations. Et je vais m'intéresser aux 12 discours qui sont faits justement sur ces politiques en faveur de la jeunesse, en indiquant qu'on ne pense pas toujours à leur financement. Donc, je vais m'intéresser aux transferts sociaux entre générations, donc avant même du contenu de ces politiques pour la jeunesse, de voir leur possibilité de les financer. Donc, quelle est la norme de bon équilibre de ces transferts entre générations, sachant qu'on est sous contrainte de la soutenabilité ou de la pérennité financière de notre État-providence. Et cette norme de bon équilibre de ces transferts, dont Jean-Michel Charpin vous a dit que nombre de voix s'inquiètent du déséquilibre croissant entre les revenus, les patrimoines, sinon les consommations des plus âgés et des plus jeunes, sans préciser. Ces jeunes, en fait, des générations 15-29 ans ou 18-32 ans, étant qualifiés dans les littéraires anglo-saxonnes de Jinx Generation, littéralement de génération poissarde, celle qui a eu la poisse qui n'a pas eu de chance. Alors l'enjeu financier, je vous le rapporte du point de vue État-providence, puisqu'il faut quand même trouver l'argent pour financer. Il y a en raison du vieillissement démographique et une croissance ralentie, vous avez une règle non écrite qui fait que les transferts sociaux aux plus de 60 ans, retraite, santé, dépendance, constituent chaque année un pourcentage du produit intérieur brut qui correspond à leur poids démographique dans la population. Bon, c'est peut-être compliqué, mais en 1950, ils faisaient 6 à 7% de la population, ils touchaient 6 à 7% du PIB. Aujourd'hui, ils font un peu plus de 20%, ils touchent un peu plus de 20% du PIB. Et en 2050, c'est tout le problème, ils vont faire un tiers de la population à cause du vieillissement, et normalement, ils devraient toucher un tiers du produit intérieur brut s'ils ne se mettent pas à travailler plus longtemps, donc ce qui pose des problèmes. Alors, derrière tout ça, vous avez le problème des priorités selon l'âge de l'État-providence. Je dis tout de suite que, est-ce que vous préférez investir chez les plus jeunes ou chez les plus vieux ? Je dis tout de suite que la réponse à cette question, même si ceux qui vont me suivre ont des réponses arrêtées, est forcément idéologique dans la mesure où elle dépend du monde social, la vision du monde social à laquelle on adhère, les a priori métaphysiques qui guident ces choix. Et ces choix, les faits, rien que les faits, ne permettent pas de trancher en faveur d'une position ou d'une autre, ni d'obtenir l'adhésion d'autrui. Alors moi, je ne vous dirai pas les différentes possibilités idéologiques qu'il y a sur justement le financement des politiques de la jeunesse, mais je vous dirai celle que j'utilise ici, que j'appelle multisolidaire, c'est-à-dire, effectivement, je dis qu'une politique en faveur de la jeunesse doit associer État et famille, et surtout en faveur de la jeunesse la plus défavorisée, et devrait mobiliser l'ensemble des générations au sein d'un pacte socio-générationnel rénové, où il y aurait vraiment solidarité des générations, c'est-à-dire que chaque génération, solidaire des autres, aurait la conviction d'œuvrer pour le bien commun en même temps que pour son intérêt bien compris à long terme. C'est donc une coopération imposée, mais en espérance mutuellement avantageuse.
Et ce que je vais développer dans ce qui suit, c'est seulement dire que les discours des baby-boomers, dont je fais partie, donc c'est un peu un exercice d'autoflagellation, les discours des baby-boomers, y compris des gens là qui ont dirigé un peu ces rencontres ou des économistes, lorsqu'ils disent sur une politique pour la jeunesse, ils laissent de côté un certain nombre de générations qui sont les générations du post-baby-boom, nées entre 30 et 55 ans. Enfin, qui sont âgées de 30 à 55 ans. Quelque part, elles n'apparaissent pas, or c'est pourtant elles qui vont devoir financer. Alors je ne reprendrai pas la distinction qu'a fait Jean-Michel entre les générations dorées et les générations plombées. Hein. Rappelez-vous, dorées, c'est avant 55, nées avant 1955, elles ont eu 20 ans bien avant la crise des années 80, donc bon salaire, peu de cotisations sociales puisque les retraités étaient modestes et peu nombreux, et des retraites élevées, acquisition facile du logement, plus-value immobilière des années 2000, et malgré tout, elle laisse une dette publique élevée et une dette sociale liée aux engagements de l'État-providence élevée. Les générations plombées, donc nées après 1955, c'est celles qui ont eu 20 ans au début des années 80 ou beaucoup plus tard, donc qui ont subi quand même la crise. Alors elles, c'est tout le contraire. Donc un salaire plus irrégulier, des cotisations sociales élevées pour les retraités florissants et nombreux, des retraites prévues peut-être plus modestes liées à des carrières chahutées, un accès au logement plus difficile. Elles devront rembourser les dettes publiques et sociales. Je vais aller un peu plus loin dans le découpage intergénérationnel. Dans les générations dorées, nées avant 1955, vous avez, admettons, disons entre guillemets, les vieux, c'est-à-dire les pré-baby-boom qui ont 75 ans et plus. Vous avez les baby-boomers, j'appellerais ça les baby-boomers stricto sensu au sens socio-économique ou politico-culturel, c'est-à-dire pas au sens démographique, les baby-boomers ont duré plus longtemps, elles ont en gros 60 à 74 ans, et l'historien Cirinelli les a caractérisés par ces baby-boomers par les 4 P. La paix, puisque la guerre froide et les guerres coloniales s'arrêtent en 62, la prospérité et les 30 glorieuses, le plein emploi, même si on travaille de moins en moins par semaine, et enfin la croyance dans le progrès. Ensuite, vous avez les générations du post-baby-boom âgées de 30 à 55 ans, dont vous a parlé Jean-Michel, qui sont au cœur du marché du travail français, c'est elles qui bossent, avec des enfants à charge, des problèmes de carrière, de conciliation de la vie familiale et professionnelle, d'accession à la propriété avec des emprunts de longue durée. Et puis vous avez génération jeune. Alors là, j'ai date de 18 à 30 ans, comme ça a été fait dans un certain sondage par les sociologues, Camille Penier et Cécile Van de Velde. Qu'est-ce qu'ils obtiennent sur une série énorme de sondages? Je répète, je lis. Elles se qualifient elles-mêmes, ces générations, c'est-à-dire les jeunes qui sont devant là, de générations perdues. Elles ont le sentiment que la société française ne leur donne pas les moyens de montrer ce dont elles sont capables. Elles voient dans les familles une valeur refuge, mais rendent en partie responsables les générations précédentes, notamment du baby-boom, même si c'est leurs parents, de leurs difficultés présentes et à venir. Elles ont du mal à s'installer, et puis elles auront des dettes donc à rembourser. Alors, ce qui est important, j'espère que ce sera redit après, c'est qu'entre les générations entrées sur le marché du travail dans ces conditions difficiles, après 1980, donc les générations plombées, il y a une mobilité sociale intergénérationnelle faible. En d'autres termes, la condition sociale du père, âgé de 20 ans en 1980, conditionne fortement la condition sociale du fils, âgé de 20 ans en 2010. Donc là, c'est une société un peu bloquée. Maintenant, j'en reviens au discours des baby-boomers. D'abord, imaginez que je mets la casquette du baby-boomer de service. Hein. Pour sauver le pays, il faut mettre le paquet sur l'éducation et les politiques d'insertion de la jeunesse. La richesse de demain. Ah, c'est bien, vous êtes content. Bon. Ils sont sérieux, hein, je suis sérieux. Il faut quand même contenir la dette publique et plus encore la dette sociale implicite de l'État-providence pour, phrase consacrée, eh bien, ne pas hypothéquer le sort des générations futures et des générations encore jeunes enfants. Tout ça, ça va encore. Puis d'un seul coup, il parle aussi du risque de dépendance, d'autonomie des personnes âgées et de ces problèmes de financement, pourtant bien moindres que d'autres problèmes. Et du coup, il se rallie là, les générations âgées en même temps que préparant leur propre avenir. Et dernier point, ces générations du baby-boom, donc nées avant 55, dans 3-4 ans, elles sont toutes en retraite. Et leur seul problème, c'est le maintien du pouvoir d'achat des pensions. Avec l'idée que pour les générations suivantes, il y aura peut-être un autre système de retraite qui sera plus dur, il faudra travailler plus longtemps ou davantage, mais ce n'est pas leur problème, il faut leur servir ce qui a été promis. Bien sûr, on a fait des efforts depuis les réformes de 1993, le poids des pensions s'élèverait à 20% du PIB, plutôt 14% si on n'avait rien fait, mais pour le moment, les baby-boomers, ils sont passés de l'autre côté du portillon, donc ils veulent qu'on les serve. Bon. Donc vous voyez, ces baby-boomers, ils sont gentils, ils s'occupent de leur propre sort, mais aussi du sort de leurs aînés et des jeunes adultes, oui. Ils se soucient encore de l'avenir des jeunes enfants et des générations futures,
mais ils oublient les générations du post-baby-boom âgées de 30 à 55 ans. Ces générations sont interdites au sens lacanien, qu'elles sont entre les lignes du discours, elles n'interviennent nulle part, celles qui vont devoir financer, et c'est celles qui ont au centre de la création des richesses, on ne dit rien sur elles. Les baby-boomers n'aiment pas parler de ces générations qui les suivent, ça les énerve. Donc travail, éduque, finance et tais-toi, c'est le programme qu'elles ont pour elles. Donc, je ne dirai pas les réponses des baby-boomers, mais je voudrais seulement dire que des comptes vont être demandés aux baby-boomers, que ce discours qui exclut ces générations de 30 à 55 ans est dangereux et qu'il vaudrait mieux, pour leur intérêt bien compris, que les baby-boomers les intègrent dans leur discours. Ainsi, il faut bien prévoir le financement de la dépendance, donc l'autonomie à âge élevé, certes, mais pourquoi ne pas y associer les baby-boomers qui sont encore jeunes pour un risque qui les concernera dans 15 ou 20 ans? Ça n'a rien d'horrible. Mobiliser les ressources législatives pour les jeunes déshérités, d'accord, mais pourquoi ne pas indexer les retraites au-delà d'un certain seuil relativement élevé sur un indicateur à définir de la réussite des jeunes non qualifiés? Comme ça, il faudrait que les vieux riches pourront s'occuper des jeunes pauvres, sont intéressés par leur sort. Préserver les retraites, bien sûr, mais il ne faut pas que l'envolée de la masse des pensions versées réduise les dépenses d'éducation à une simple variable d'ajustement. Les deux postes, éducation et retraite, doivent être menés de concert. Ne pas confisquer le patrimoine des retraités, bien sûr, mais il faudrait quand même inciter les baby-boomers à donner plutôt à leurs enfants ou petits-enfants, à liquéfier leur patrimoine, à consommer, au lieu de risquer de devenir les plus riches du cimetière. Donc, si vous voulez, et dernier point, c'est toujours contre les baby-boomers, il faudrait que ces derniers comprennent qu'il faut intégrer les projets d'avenir, les désirs et les besoins des post-baby-boomers âgés de 30 à 55 ans, l'idée étant bien sûr que les politiques pour la jeunesse sont primordiales. Mais les baby-boomers doivent aussi trinquer, ou du moins participer avec joie. Merci André pour avoir presque tenu le temps imparti. Donc la parole maintenant est à vous, Steve Clements. You want to talk about the difference between rich and poor countries because the situation is different. Thank you very much. It's great to be here again this year. I thought I would try to be provocative and out of the box by starting to answer the question, is youth becoming a scarce resource? And in my view, there is not a youth scarcity problem in the world, there's a youth distribution problem in the world. Because when you look at the two sides of the world, there's a very old part of the world and a very, very young part of the world. And both of them are growing and moving and evolving in very, very different ways. And the consistent thing is that youth is sort of screwed in both cases. But let me go through and throw some data first. First of all, I use the UN data for youth, which is age 15 to 24 rather than the 30. So my data may be a little bit different. There are about 1.2 billion youth in that age bracket, and about 80 million of them are unemployed today, on average about 12.6%. But when you look at rates of youth unemployment where it's drastically high, South Africa 48%, the West Bank 47%, Namibia 42%, Spain 38%, Tunisia 31%, Saudi Arabia 29%. These are nations that have what we call the youth bulge. They're very young and there's lots of unemployment. And so keep that in mind on one part of the equation. The other part of the equation is that overall, in part because of nations like China and India and others, very large countries are aging more rapidly than has ever happened before. In 1950, the median age in the world was 29 years of age. By 2000, it had risen to 37 years of age. By 2050, it'll be 45 years of age. So the world overall is getting older, but it's not distributed evenly. In Japan, there's a fascinating statistic that after the war, 9.3 people under 20 for every single person over 65 years of old. Today, by 2025, there'll be 0.59 persons, so 0.6 of a person for every person over 65. So radical transformation in Japan, that's happening in other parts of the world. So how is the world dealing with it, particularly from a youth employment and a youth scarcity issue? What I see happening in the developed world, and I see it in Europe and very dramatically in the United States, is automation, robotics, the creation of new mechanisms to deal with this. We've seen labor displaced before by technology. Today in the developed world, technology is rapidly displacing people.
So the kind of discussion that we're having is almost anachronistic, almost behind the times. Because as you look forward, whether it's McKinsey studies, Deloitte studies, those studies by the OECD and others that look at the application of technology in societies, the economic growth and gains that will be created, most of them put a big question mark on what will happen to labor. And most of those that are involved and have spoken at ACTS in the past, Laura Tyson, Christine Lagarde, others, worry that the very, very fast revolution that's happening in automation in societies is basically displacing professions that were not previously displaced. So that is how the developed world is taking care of its youth problem and its youth dependence. What's happening in the developing world? There's not enough investment, not enough jobs. Automation is not taking place in those areas. Youth in certain parts of Africa, for instance, is getting younger, not older. These places are not aging. And so you have two worlds evolving in very different paths. And so you've got a displacement problem where we have to begin thinking out of the box about how you secure investment in business and job opportunities, either in these very young countries, or you need to move a significant portion of that youth to places where there'll be jobs in the developed world, because it's not likely that those population dynamics will quickly shift and go the other way. So I just wanted to put the notion on the table that we spend a lot of time talking about youth problems or the demographic cliff in some countries. And most of these countries have an option, either in immigration policies and being far smarter in those, or in creating some form of protection and affirmative action plans for youth so that they can come into the labor market. We see in my country, in the United States right now, significant numbers of youth trying to enter the job market, but for lots of reasons, the absence of economic demand and others, there simply is not the room and space for them. But what we're also seeing at the same time is a truly profound technological revolution where sensors, big data, applications, automation is coming in and displacing labor at rates we haven't seen before. And while that may not be happening in places like Namibia, Namibia is facing a problem of how does it eventually catch up? My view is it probably won't. So that is the real challenge. I'll just leave it there because I'd love to engage in discussion. It's not the transfer payment issues, but it certainly is the question that the future is with us, and the future is not going to be kind to youth, either in developing world or the developed world. Thank you. Et maintenant, c'est à vous, Lionel Zinsou. Est-ce que, finalement, en Afrique, le problème n'est pas différent? Est-ce que la jeunesse est une ressource rare? Merci pour cette question. Bonjour, mesdames et messieurs. Avec 500 millions d'habitants en dessous de 25 ans, ce n'est pas le mot rareté qui viendrait le plus évidemment à l'esprit, avec la perspective que ces 500 millions d'habitants soient, juste quand ma fille qui est dans cette salle aura mon âge, tout simplement, plutôt 1 milliard. On a plutôt une impression de surabondance que de rareté. Et d'ailleurs, cela nourrit une grande partie du dynamisme de croissance de l'Afrique. Au fond, si on est devant un cas de dividende démographique, c'est probablement en Afrique subsaharienne. D'ailleurs, Steve vient de citer des exemples où il y avait l'Afrique du Sud, où il y avait la Tunisie, où il y avait l'Arabie Saoudite, pays très jeunes avec un taux de chômage très fort. L'Afrique subsaharienne n'est pas dans cette catégorie de pays middle income, de pays où il y a un taux de chômage fort. En Afrique subsaharienne, excluant l'Afrique du Sud, il y a une population très jeune, encore plus jeune, et un taux de chômage très faible, parce qu'au fond, on ne peut pas avoir le luxe d'être sans emploi, parce qu'on ne survit pas sans emploi. En revanche, il y a un taux de sous-emploi très fort pour une population jeune qui est d'abord et reste essentiellement rurale et relevant du secteur informel. Donc nous n'avons pas le chômage, nous avons le sous-emploi. Nous ne sommes pas tout à fait dans la situation de la Tunisie, à l'évidence, qui est un des pays les plus avancés, ni de l'Afrique du Sud. On est donc quelque chose d'assez spécifique. Dividende démographique fort et situation unique d'un point de vue international, puisque dans 25 ans,
Dans une génération, l'Afrique pèsera sans doute autour de 20-22% de la population du monde, mais elle pèsera plutôt autour de 25% de la population d'âge actif du monde. Donc les jeunes d'aujourd'hui vont devenir de jeunes actifs et en fait le premier bassin de main-d'œuvre d'âge actif au monde. Très fréquemment, on fait une corrélation entre ces bassins de population de jeunes actifs et l'endroit où se localise l'atelier du monde, là où, au fond, on manufacture pour le monde. La Chine, dans les 20 dernières années, a rassemblé ces 20% de la population mondiale d'âge actif qui ont ce rôle si important pour produire les biens et les services dont le monde a besoin. Donc il y a une version qui est une version assez enchantée de la jeunesse africaine. Si on veut rajouter un petit élément d'enchantement, on est dans l'inverse de ce qui a été décrit tout à l'heure pour le Japon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un actif pour un jeune et très peu de personnes âgées en Afrique, mais il y a un équilibre actif-inactif de 1. Et d'ici 25 à 30 ans, on sera plutôt à un équilibre de 1,8 actifs pour une personne d'âge, au fond, d'être inactif, soit par le fait qu'on a un vieillissement, enfin un allongement de l'espérance de vie, et qu'on gardera une démographie forte. On va passer de la faculté de financer les jeunes et les vieux en Afrique sur les ressources d'un actif à 1,8 actifs. Donc on va être un des seuls continents où la protection sociale, l'éducation, les dépenses de santé publique au bénéfice des jeunes, la prise en charge de la dépendance sera mécaniquement assurée par le fait qu'il y aura les ressources des actifs au bénéfice des inactifs. Ça, c'est la vision très afro-optimiste, mais dont il faut rendre compte puisque à peu près tous les sondages mondiaux sur le moral des consommateurs, le moral des populations, montrent que l'Afrique est le continent le plus optimiste sur le progrès. Il y a une base de données qui est très intéressante, c'est celle de Nielsen, parce qu'elle consulte et elle interroge tous les consommateurs du monde entier, dans 200 pays, de façon permanente. Et c'est invariablement, l'Asie est très proche derrière, hein, et l'Asie du Sud, l'Asie la plus pauvre, est très proche derrière l'Afrique. C'est indubitablement en Afrique qu'on trouve le plus haut degré d'optimisme. Et nous en avons des images tous les jours. Ajoutez à la jeunesse du continent également une jeunesse d'appoint fondamental qui est la jeunesse de la diaspora. Et ça compte très souvent le retour des jeunes formés, donc des jeunes actifs, vers le continent, ce que les Nigérians appellent les repats. Le retour de la jeunesse et de la diaspora. Dans un pays comme le mien, le Bénin, la diaspora, c'est quand même 4 millions d'habitants pour 10 millions de résidents sur le territoire national. Comme l'Afrique subsaharienne, à la différence de ce que croient les Français, n'émigre pas vers l'Europe, mais émigre vers l'Afrique, cette diaspora, elle ne revient pas d'Aix-en-Provence. Elle revient du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, de l'Afrique du Sud, et puis marginalement, très marginalement, elle revient d'Europe, des États-Unis, de Chine. Et c'est un nouveau réservoir très important. Et ça crée cette impression d'activité vibrante d'une Afrique qui non seulement a les jeunes actifs, mais qui a les technologies de demain sans avoir l'embarras que vous décriviez de déplacer les emplois de modèles économiques obsolètes, puisqu'on n'avait pas de modèle économique. L'immense avantage de ne pas avoir de téléphone filaire, c'est qu'on est en train de devenir les premiers au monde pour les usages du téléphone mobile. L'immense avantage de faire la comptabilité des petites boutiques du secteur informel à partir du mobile, on fait le réassort, la comptabilité, on traite les factures, etc.,
en stockant toutes les données sur le cloud computing, c'est que de toute façon, ça ne déplace aucun emploi puisqu'on n'avait pas de comptabilité. Donc vous avez cet avantage extraordinaire de partir d'une page vierge dans un grand nombre de domaines, et c'est ça qui explique cette impression d'explosion de créativité dans tous les domaines, économiques, artistiques et autres de l'Afrique. Ça, c'est si on veut être afro-optimiste, c'est très largement vrai, mais ça laisse de côté un petit problème. Il y a de plus en plus, parmi les jeunes Africains, d'Africains pauvres, qui naissent pauvres et qui vivront aujourd'hui, naissant en 2014, plus mal que leurs parents dont on pouvait penser qu'ils ne pouvaient pas vivre plus mal. La pauvreté touche sélectivement les jeunes et la difficulté de l'accès à l'emploi est beaucoup plus grande. Vous devinez ce qu'on me dit. On essaye de tuer en moi cette jeunesse dynamique qui pourrait vous conduire à rêver encore quelques minutes. Donc, on va arrêter. Il nous arrive quelque chose qui est que nous sommes obligés pour l'investissement de faire des investissements d'infrastructures sans contenu en emploi. Nous sommes obligés de faire des investissements dans l'agriculture, l'activité la plus intensive en capital, sans contenu en emploi. Nous sommes dans la situation où ce que l'Afrique doit produire, si elle veut avoir l'électricité, des ports, des routes, plus ses infrastructures sociales, nous ne savons pas créer de l'emploi. Et donc on va rester sur cette énigme. Tout le travail de la génération, comme la mienne, ceux des baby-boomers cyniques qu'on nous a décrits tout à l'heure, c'est comment créer, malgré les conditions de l'investissement, à la phase où nous sommes, la possibilité, en libérant très très rapidement des éléments de compétitivité pour créer des emplois industriels, comment faire en sorte que ce milliard d'habitants se sentent un destin et dans 25 ans ne soient pas à l'origine de la plus violente, de la plus brutale des révolutions, des remises en cause de l'ordre établi qu'on n'ait jamais vu dans l'histoire. Merci Lionel. Dr. Shah, you want to talk about situation and perspective in India. Thank you, and I'd like to thank Circle Days Economist for inviting me. Steve Clements started out by saying he's going to be provocative, and I guess I'm going to also ask the same question. Will youth become a scarce resource? Certainly looking at the panel, you'd think it's a very scarce resource, but I think it's compensated nicely by a very young audience, and so it's really wonderful to be here. What I'm going to do is talk about a very different setting of a very young set of countries with very young populations and very large populations, a bit to do with the kind of distribution of youth that Steve Clements talked about. And what I'm going to do is give you a sense of the challenge that a young country, not in terms of history, but in terms of its population, faces, and why actually it's terribly important for those countries, including my own, India, to be thinking about the very things that are being discussed here today. The one thing about aging is that it's inevitable, and populations will age, even young populations will age. So that's where I'm going to end up with. India is a population of 1.2 billion people, as I'm sure many of you know. A very large percentage of that is very, very young. To give you a sense of the proportions, India today needs, in terms of jobs, 1 million new jobs every month to be able to employ its people productively, its youth productively. By 2025, 10 years from now roughly, India will need or will have about 220 million more youth in the ages of 18 and 24. 220 million more people. So that the challenge that a country like India faces is just phenomenal. And how it meets that challenge
is going to be a particularly important determinant of the fate of certainly a very large percentage of humanity. China, its neighbor to the east, has done a remarkable job of taking advantage of this very rapid population and its very young population. And India also, particularly after the elections that have just happened, as many of you may know, we now have a new government with a majority that no other government has had for the last 30 years. And this government has come to power on the promise of opportunity, and particularly opportunity for its young. So that the expectations of the young in India are extremely high, and it's going to be a challenge how these expectations will be met. If they are met well, as those of you who know a bit of demography know, there is something called the demographic dividend. The demographic dividend, in a sense, that the baby boomers, the golden age that this country enjoyed, the golden generation that this country enjoyed and other countries in Europe enjoyed. And if enough productive jobs are created for this big percentage of the population that's very young, then we will have the ability to save enough, to accumulate wealth enough, to then be able to pay when this aging population comes up and needs additional care, as indeed the aging populations of Europe and the United States today require. So that whether India or a country like India is able to exploit this demographic dividend is going to be a major, major question that faces not just India, but I think humanity in some sense. The counter to not being able to take advantage of this demographic dividend is indeed a demographic disaster. One where this bulge in the population, this youth, has not been in productive jobs, and particularly the women, because female participation ratios in many developing countries are far below the participation ratios for men, so that many fewer women are in the labor force than are men. And they need to be in the labor force, obviously, if they're going to be productive. So if we do not have these people productively employed, if they are not saving enough, if they are not accumulating wealth, then indeed the demographic dividend can be a disaster. I'll just take a minute to talk about the 6 challenges that a country like India faces when it is trying to create jobs for its youth. The first and most important is the type of firms and the type of enterprises, the type of companies that India will need. Companies that are competitive globally, that are productive, that are using new technology, the kind of leapfrogging that Steve referred to earlier. I think these are all going to be very important for the kind of firms that a country like India needs. Second, the kind of workers. How are they skilled? How are they educated? Are they problem solvers, or are they simply learners by rote, those who have not understood how the knowledge that they've acquired can be deployed in flexible and adaptive ways? And that's going to be a very important part of the challenge of how to meet this. The third is going to be the kind of manufacturing growth that will happen in these countries, because manufacturing is the only sector that tends to produce productive jobs. Services tend not to produce, or tend to produce a very large percentage of non-productive jobs. So those are the 3 big challenges that I think a country like India will face. Along with that, the energy future of a country like India, the environmental future of the country like India is also going to be extremely important. And for that reason, how the policies on these issues of the environment, of agriculture, of energy are going to be finally important. And lastly, it's going to be very important to manage its trade and its investment relationships with the rest of the world, and its migration relationships with the rest of the world. As Steve Clements again said, there's going to be a redistribution of labor throughout the country, throughout the world, and how the youth of these countries move to parts of the world where there are productive jobs and saving opportunities will be a huge determinant of their welfare and their well-being. Thank you very much. Thank you, Dr. Shah.
Mercedes ira avec vous. On va voir comment on peut en même temps intégrer une population jeune en particulier, alors qu'on ouvre un pays et que l'on a dans nos vieux pays un besoin d'immigration. Vous avez 7 minutes. Merci. Sujet difficile. Donc l'avantage des chiffres, c'est que au moins, c'est comme des faits, ça ment un petit peu moins. Et même s'ils paraissent difficiles à admettre, les chiffres résistent bien. Je voudrais en citer un pour que nous le partagions. 1,52, c'est le taux moyen de fécondité des femmes en Europe. Le renouvellement de la population n'est assuré qu'à partir de 2,1. Le Bureau allemand des statistiques estime, par exemple, en se basant sur le taux de natalité du pays, que d'ici à 2060, la population tombera à 65 millions, contre 82 millions d'aujourd'hui. Vous préciserez tous ces chiffres, mais globalement, ils ne doivent pas être très faux. Pour compenser cette perte nette de population, il faudrait près d'1 million d'immigrants en plus chaque année pendant un demi-siècle. Même dans ce contexte-là, on comprend que l'apport de l'immigration dans nos pays européens, plutôt vieillissant, plutôt protecteur, est un enjeu clé. Sinon, on risque d'avoir du mal à défendre notre place dans une économie mondialisée où de nouveaux géants mèneront le jeu avec moins de contraintes que nous, avec moins d'esprit dans la tête de choses à ne pas faire. Nous avons besoin de cette immigration. En France, où très souvent on explique beaucoup de choses par l'immigration, nous avons besoin de cette immigration qui n'est pas très forte, car sachez que le solde, finalement le solde des étrangers en France aujourd'hui est de plus 70 000. Et avec ça, on n'arrive pas à combler la pénurie que nous avons en main-d'œuvre. Sur le marché du travail, dans la restauration, le BTP ou encore l'artisanat, les métiers du commerce, les emplois peu qualifiés dans les services à la personne, ont fait face à cette réelle pénurie. Il y a des gens pour dire que les Français n'ont qu'à faire. C'est très compliqué de revenir en arrière. Dans tous les pays, il y a des gens qui sont heureux de faire ces travaux-là parce que chez eux, ils n'en ont pas, alors qu'on a du mal à expliquer aux gens dont le niveau d'études vous a été raconté, que c'est formidable pour eux. À l'autre bout de la chaîne, car là on parle des emplois peu qualifiés, on a besoin d'emplois archi-qualifiés dans des secteurs de pointe qui exigent des spécialistes que l'on ne trouve pas nécessairement dans notre pays. C'est le cas de Criteo, par exemple, qui cherche aujourd'hui, qui a besoin d'une quantité d'ingénieurs ultra spécialisés qui excède les capacités hexagonales et qui a un mal fou à pouvoir les faire venir en France, parce que c'est compliqué. C'est là un point capital, ce besoin d'immigration, qui achoppe évidemment sur l'incompréhension de l'opinion publique. Le pourcentage des moins de 25 ans au chômage en Europe est de 23,5%, 24,2% en France. Cette réalité insupportable pour les jeunes d'une part, et la nécessité de l'immigration, d'autre part, n'est pas le moindre des paradoxes, et on peut comprendre qu'il laisse perplexe. Il ne cesse d'ailleurs de faire le jeu d'un nombre croissant de politiques qu'il exploite sans scrupule, réclame à corps et à cri plus de fermeture et n'hésite pas à stigmatiser les personnes issues de l'immigration, avec un certain succès en France et parfois ailleurs en Europe. Et pourtant, pour croître, pour défendre sa place, pour renouer avec la croissance, pour améliorer le niveau de vie de tous, nous avons besoin de l'immigration. Il faut assumer cette vérité et dire avec force que fermer les frontières ne résoudra pas les problèmes structurels de notre économie, en particulier de l'économie française. L'immigration n'est pas responsable de la fragilité de notre industrie, du manque de compétitivité, du peu d'entreprises intermédiaires sur notre territoire ou de l'absence de fluidité sur le marché du travail. Le dire demande de la pédagogie et du courage, une compréhension plus claire et plus fine de ces enjeux qui ne sont contradictoires qu'en apparence et crucial pour éviter que les haines se propagent. Mais je voulais vous raconter autre chose. S'ouvrir au monde, ce n'est pas qu'une problématique d'immigration
Ce n'est pas qu'une problématique d'emploi non qualifié à pourvoir ou d'emploi qualifié à pourvoir. C'est le pouvoir d'ouvrir une nouvelle culture et de rayonner fort. Il n'y a pas eu de pays qui ont été forts en ne rayonnant pas. Depuis quelques décennies, l'Europe a adopté et mis en œuvre une très belle idée. Elle a permis à une génération de jeunes Européens de vivre le grand tour que le siècle des Lumières avait inventé. Et ceci, quand vous en parlez à des jeunes, ça fait encore briller les yeux. Cette ouverture, cette motivation, cette chose qui permet à un moment donné aux gens de se mêler, normalement, dans nos entreprises, on considère ça comme une force. Comment comprendre qu'un pays ne considère pas ça comme une force? Au-delà de la mobilité, bien au-delà de ça, la mobilité des jeunes génère des expériences qui permettent d'ouvrir la culture d'un pays, de l'enrichir, de la métisser. La diversité naît de la mobilité et des flux et construit une nouvelle culture. Ce qui est vrai pour l'individu sera vrai pour un pays. Quand la France accueille et forme des jeunes venus d'ailleurs, ce sont ces valeurs qu'elle véhicule, ces exemples de réussite qu'elle fait rayonner. Elle crée aussi un amour, un attachement qui, inscrit dans les années de jeunesse, ne se délite pas si facilement et seront très utiles quand viendra le temps de la négociation des contrats. Heureusement, la France est encore le 4e pays au monde en termes d'accueil des étudiants étrangers. La question, c'est jusqu'à quand? Il ne faut surtout pas lâcher, ni se fermer à la jeunesse des pays dynamiques qui ont une image positive de la France. Nous venons de faire une étude et je peux vous dire que dans le monde, et en particulier dans les pays émergents, la Chine, l'Inde, le Brésil ou encore le Mexique et la Turquie, notre code d'amour est persistante. Ne le gâchons pas. Enfin, je crois qu'il faut être lucide et éviter toute naïveté au sujet de l'immigration. Le problème ne va pas être l'immigration. Le problème de demain est comment nous intégrons. Quand nous avons aussi peu d'immigrés qui rentrent à la frontière, posons-nous les vrais sujets. Comment en faisons-nous des citoyens à part entière? C'est un autre vaste sujet sur lequel il convient de réfléchir. Je veux juste finir pour vous dire, et ça prend une seconde, que la progression de l'idée de fermeture en appelle à notre vigilance. Les civilisations qui se replient sur une idée anhistorique de leur identité finissent par mourir. Ouvrir et non fermer pour perdurer, le combat pour l'idée d'ouverture converge avec celui de la place de notre pays, de l'Europe aussi, dans le monde. J'aime simplement cette expression qui dit que c'est la porte ouverte qui garde la maison. Alors laissons les portes ouvertes pour garder notre si belle maison. Il en va de notre salut économique, mais également du dynamisme de notre culture et de la défense d'une certaine idée de la France, d'une certaine idée de l'Europe. Merci. Merci Mercedes. La parole est à vous, Hervé Lebras. On va revoir avec vous les fondamentaux et peut-être tirer les oreilles aux idées reçues en la matière, à savoir, y a-t-il une exception française ou n'y a-t-il pas? Merci. Merci aux organisateurs de m'avoir invité à cette table ronde. Comme démographe, je pense que définir la jeunesse par une classe d'âge, celle des 20-24 ans, ou bien des 18-24, ou bien des 18-30 ans, est insuffisant et peut-être un peu trompeur. Je crois qu'il faudrait une définition fonctionnelle et substantielle de la jeunesse. Et dans un rapport que m'avait commandé le Sénat il y a quelques années sur la jeunesse dans le monde, j'avais réfléchi à ce point parce que René Monory, qui était président du Sénat, en fait, ce qu'il voulait comme résultat, c'est montrer qu'il y avait très peu de jeunes dans les pays développés et beaucoup dans les pays en développement, et donc qu'on risquait une invasion. Alors, j'avais pris comme définition de la jeunesse, c'est la période de la vie où on a la compétence, mais pas la performance. Car qu'est-ce que j'entends par là? La compétence, je vais donner deux
deux exemples. C'est la compétence en matière de famille. On a passé l'âge de la puberté, mais on n'a pas encore fondé de famille, on n'a pas encore engendré un premier enfant. Ou bien la compétence en matière d'emploi. On a une éducation, disons, on a déjà le socle primaire d'éducation, mais on n'est pas encore dans un emploi stable. Et c'est la période qui s'écoule entre cette compétence et l'exercice de la performance sous forme de performance qui définirait, selon moi, la jeunesse. Et si vous prenez cette définition, prenez par exemple le cas d'un pays, je ne vais pas prendre l'Inde, je vais prendre le Bangladesh. La puberté est un peu tardive pour les filles, elle est à 15 ans et la première maternité est à 19 ans. L'âge de fin d'études primaires est 12 ans, comme un peu partout, et l'âge au premier emploi est à peu près 16 ans. Donc vous avez 4 années de jeunesse. Prenez la France actuelle, la puberté est plus jeune, c'est à 12 ans à peu près, et l'âge maintenant à la première naissance est 29 ans, donc l'écart est de 17 ans. Prenez les études, c'est à 12 ans qu'on a terminé les études primaires, et le premier emploi c'est stable, c'est vers 23 ans et demi, donc ça fait là encore 12 ans. Et dans ce cas-là, vous avez une beaucoup plus longue jeunesse en France qu'au Bangladesh, et vous avez plus de jeunes en France qu'au Bangladesh. Autrement dit, l'idée que la jeunesse du monde va nous envahir est très nombreuse et fausse. On a fabriqué cette jeunesse et on l'a fabriquée de plus en plus à partir de 1974. C'est très clair que la crise pétrolière a été le signal de lancement de ce que les sociologues ont appelé l'allongement de la jeunesse. Et là, la France a été particulière parce que pour répondre dès 1974 à la montée du chômage, les jeunes Français se sont au fond précipités sur les études. Et en France, les études, comme vous le savez, sont effectuées en bloc pour toute la vie. La formation dite permanente ou continue ne représente presque rien dans l'éducation. Hélas, elle représente 30 milliards d'euros chaque année, mais plutôt gaspillés, à mon avis. Les résultats de cette progression de l'éducation ont été spectaculaires, puisque de 20% de bacheliers par génération en 1975, on est passé à 75% aujourd'hui. Autre chiffre, en 1982, 25% des ouvriers avaient un CAP ou un BEP ou même un bac technique ou technologique. Aujourd'hui, c'est 66% des ouvriers qui ont au moins le CAP et très souvent un bac. Je vais vous illustrer ce qu'on peut appeler le Sonderweg de la France, le chemin très particulier, par un chiffre sur l'activité. En 1975, 60% des 18-24 ans étaient actifs en France, en Allemagne, aux États-Unis, et 40% seulement en Italie. 30 ans après, plutôt, et encore maintenant, il y a toujours 60% d'actifs parmi ces 18-24 ans en Allemagne, aux États-Unis. Il y a toujours 40% d'actifs en Italie, mais il y a 40% en France. On est le seul pays à avoir changé. On est passé de 60% à 40%. Ça vous donne l'impact de ce temps pris par l'éducation dans la jeunesse des Français. Alors, cette énorme progression de l'éducation, en fait, elle n'a pas trouvé d'emploi correspondant. Et du coup, une dévalorisation de l'éducation et des diplômes s'est produite. Elle se mesure au salaire au premier emploi stable, alors que le salaire au premier emploi stable des sans-emploi progresse légèrement depuis en francs constants, en euros constants depuis une trentaine d'années. Le salaire au premier emploi stable des bacs plus 5 diminue légèrement, mais il diminue nettement et l'écart entre les deux s'est beaucoup resserré. Et donc, en plus de ça, le chômage des jeunes avec emploi, avec diplôme a beaucoup augmenté. Et donc, il y a en plus de cela une attente pour fonder une famille. Pour vous donner la mesure du retard, l'âge moyen au premier enfant, qui était de 23 ans et demi pour les femmes en 1974, s'élève maintenant, comme je vous l'ai dit, à 29 ans. Voilà le retard dans la formation de la famille.
Je crois qu'il y a ça va être une de mes remarques terminales, je crois qu'il y a quelque chose de plus grave, c'est que la multiplication, tout à fait, ça va, la multiplication, des candidats diplômés pour un emploi fait que l'on choisit la personne qu'on va retenir sur des critères annexes, parce que beaucoup se présentent avec le même diplôme, et ces critères annexes, eh bien, ça peut être les liens familiaux, ça peut être aussi le piston, et c'est une des raisons pour lesquelles l'ascenseur social se bloque. C'est pas la discrimination, comme on en accuse assez souvent, c'est une sélection sociale par le haut. Et pour dire un mot pour terminer, je dirais que l'ensemble de ce tableau, qui aurait pu être évité, qui peut être évité, j'avais 3 formules pour être un peu plus positif, mais l'ensemble de ce tableau, à mon avis, explique assez largement le pessimisme des Français. Autrement dit, c'est parce qu'il y a eu cette situation qu'il y a un pessimisme des Français, et non pas c'est parce qu'il y a un pessimisme des Français qu'il y a cette situation. Alors vous me direz, c'est un pessimisme qui devrait être que celui des jeunes, mais non, les jeunes ont une famille et leurs parents sont aussi inquiets qu'eux. Merci de votre attention. Merci Hervé, merci à tous les participants d'avoir tenu le temps imparti, ce qui va permettre de passer aux questions sans les sacrifier comme c'est trop souvent le cas. On va commencer par cette question donc, qui va être posée par l'un des étudiants, Jonathan van der Voort. Vous avez la parole. Votre question, vous avez un micro, sinon on va vous en donner un. Je vous demanderai de vous présenter très brièvement. Oui, Jonathan van der Voort, du coup, étudiant en journalisme à l'IUT de Lannion. Voilà. Du coup, dans ces discours, on parle beaucoup de la jeunesse, bien sûr. On la voit davantage presque comme une population, là par hasard, qu'il faut pouvoir intégrer au risque qu'elle devienne un fardeau, voire qu'elle crée une révolution, dans certains cas un peu atypiques. Malheureusement, on la voit peut-être pas assez comme acteur, comme capable de créer sa propre voix. D'où ma question, comment obtenir une jeunesse, non pas qu'il faut intégrer, mais une jeunesse capable d'innover elle-même, ce qui fait en sorte qu'elle doit pouvoir, dans l'information au départ, être capable donc, à la fois de recueillir bien sûr l'héritage de ses prédécesseurs, mais aussi de se différencier des normes sociales d'une manière générale. Voilà. Madame, messieurs, vous avez la parole, chacun votre tour si vous le souhaitez. C'est moi ? Oui, Oui. André. Oui, mais des réponses courtes. Voilà. Bon, Lionel Zinsou disait qu'il y avait une page vierge en Afrique et qu'on pouvait construire à partir de rien. Il y a quand même des choses en Afrique, mais en France, on a un gros héritage. Donc l'idée, c'est envie de transmettre en mieux ce qu'on a reçu, en faisant un inventaire de ce qu'il y a de bien et de ce qu'il y a de moins bien. Je pense qu'en éducation, en santé, il y a des choses à maintenir. Dans d'autres domaines, la France est bloquée, et à ce moment-là, il faut un peu bousculer. Il faut s'imposer. Mais il n'y a pas d'élan sans appui. Il faut intégrer l'héritage, bien le faire sien, et ensuite le dépasser. Ce seraient les réponses générales. Steve et Lionel. I'd simply say that the notion that youth aren't at the table is an incorrect one. When you look at the innovation, you look at the energy, you look at the leadership of people like you, it's very impressive around the world. The issue is not people like you. The issue are those people who have not yet had the educational opportunity, who have not kept up. And as my friend Dr. Shaw said, that there is a transition going on in education today, and I agree very much with the last speaker that increasingly job opportunities and those at the table is radically changing in revolution. We're not going to see four-year colleges provide the kind of jobs and opportunities. We're going to see ongoing, continual education that is broken down into tidbits here and there. Technology is going to completely transform what education means in the next 5 to 10 years. Now, youth that make themselves more nimble, that make themselves jump from job to job and opportunity, who become turbocharged opportunists, if you will, in a society, are those that are going to shape it. Those who don't prepare themselves that way are going to be left behind. My biggest point, which I tried to provoke, is that youth overall will become less relevant in societies that automate, that go through robotics. You're going to age and you're going to inherit all of this, and it will be important. But the conversation we should begin having is in particularly developed societies where labor overall becomes less relevant. What does a new social contract look like?
What are the terms of that? How do people buy goods? How do they live? That's the deep, deep issue, because when you think about the revolutions coming in 5, 10, 15 years, we're not going to have the same social contract we had with companies, with government. It's going to be transformed. So let me... Lionel. Oui, merci. Je crois que c'est une très bonne remarque. Ce que j'essayais de dire à propos d'une jeunesse africaine vibrante, extraordinairement créative, revenant de loin pour créer sur place, aussi bien que naissant des profondeurs du territoire. Vous avez tout à fait raison. La jeunesse est capable, dans la mise en œuvre de nouveaux modèles économiques, de nouvelles technologies, d'être extrêmement créative quand une génération comme la mienne n'y comprend juste rien. Donc vous avez raison, il y a un glissement que permettent les changements technologiques, ou bien dans le cas de l'Afrique, l'introduction de technologies, alors qu'au fond on était plutôt dans une situation que les historiens appellent d'arriération, donc technologique. Et le fait de sauter toutes les générations, ça n'est possible, c'est un saut qui n'est possible que de la jeunesse. Donc vous avez raison de dire que la jeunesse est facteur de production, facteur de richesse, et pas simplement objet de transfert et objet de compassion, et on ne le sent jamais plus qu'en Afrique subsaharienne. Cela étant, il y a cette particularité quand il y a une croissance démographique très forte, qu'il n'ait autant de pauvres, autant de gens qui vont être des exclus demain, que de gens qui vont avoir la chance de participer à cette prise de pouvoir économique et culturel et intellectuel et artistique de la jeunesse. Il faut aussi régler ces problèmes, et il faut les régler dans des espaces qui sont ceux de l'agriculture et du secteur informel, urbain et périurbain. Et c'est là qu'on réussira à vraiment tirer tout le parti des capacités créatives de la jeunesse. C'est dans les milieux les plus traditionnels, les plus difficiles, où vous avez le moins de chances. Et je vous le dis, c'est vraiment l'agriculture au tout premier chef, dans laquelle il va falloir libérer les forces des plus jeunes. Sinon, on va avoir un dualisme terrible entre une espèce d'Afrique 2.0 avec une formidable jeunesse plus enthousiaste que toute la jeunesse du monde, et on a tout à fait ça à Lagos, à Nairobi, enfin partout, et puis l'homme le plus pauvre du monde qui sera une jeune fille quelque part à 300 km de Lagos, de Nairobi, et c'est ce dualisme terrible entre la jeunesse que vous décrivez créatrice et la jeunesse qui est objet des transferts et de la sollicitude. Il faut absolument casser ce dualisme-là. Ça, c'est un grand enjeu pour notre milliard de jeunes. Mercedes. Oui, juste, je pense qu'il n'y a pas de problématique de non-intérêt pour l'innovation apportée par la jeunesse. Moi, je travaille dans une agence où il n'y a que des jeunes. Le problème, il n'est pas là, c'est qu'il y a une partie des jeunes qui ne rentrent pas. Moi, je vois les parents qui m'appellent, et les parents qui m'appellent, c'est ceux qui le peuvent, hein, parce qu'il y a beaucoup de parents qui ne m'appellent pas parce qu'ils ne savent même pas qu'on peut faire comme ça. Et pourquoi ils appellent autant, et pourquoi ça monte comme ça pour faire entrer leurs enfants, c'est qu'on a quand même un blocage aujourd'hui et qu'on a des jeunes différents. On a 3 types, je dirais, si je suis très simplette, de jeunes. On a des jeunes qui ont fait des études supérieures, très cotées, ils trouvent des portes d'entrée. À droite, à gauche, ils rentrent 3 mois plus tard, mais ils rentrent. On trouve une population qui autrefois était une population considérée comme élevée culturellement, qui est devenue la norme générale. Donc là, ils ont plus de mal à rentrer. Leur diplôme ne faisant pas la différence, c'est de plus en plus dur. Ils ne trouvent pas la place. On n'ouvre pas les portes. Et puis, il y a une partie de la population qui a été évincée, et ceux-là, on ne sait même pas où ils sont. Donc, je pense qu'il y a de traiter la problématique par l'envie qu'on a d'avoir les jeunes et tout ça, c'est juste, bien sûr, et qu'il y a un enjeu de transmission, mais il y a un enjeu d'apport des jeunes qui est évident. Mais on est en France sur une problématique, par exemple, plus difficile, qui est que du jour au lendemain, on a beaucoup de gens qui ont fait des études, et que ces études aujourd'hui, qui étaient considérées comme référentes, on ose les appeler moyennes, et que ça n'ouvre pas les portes, et en tout cas, on a là un blocage. Donc je pense que s'il n'y a pas de politique, si on ne fait pas des efforts, s'il n'y a pas une volonté très vigoureuse d'ouvrir, on est quand même dans un sale moment. On ouvrira pour certains, mais on n'ouvrira pas pour beaucoup, ce qui est un problème aujourd'hui.
Hervé et oui, after rapidement, you. 3 points. Je voudrais revenir sur un point que j'ai mentionné en passant, qui est la question de la formation permanente. Je crois que c'est sans doute un des points où la France est le plus en retard. S'il y avait une formation permanente sérieuse, à ce moment-là, il y aurait une mobilité professionnelle plus grande, plus importante. Dans d'autres pays, par exemple, la formation permanente, c'est la formation à une seconde carrière. Quand vous êtes en Suède, la moitié de votre formation permanente doit être prise dans un autre secteur que celui où vous êtes. Quand vous êtes en Angleterre, c'est des formations permanentes qui durent 6 mois et pas des week-ends dans des châteaux pendant 3 jours. Alors c'est un énorme problème, c'est 30 milliards, hein, on peut faire quelque chose avec ça. Mais on a par derrière, et on en a parlé ce matin, c'est la gestion paritaire, ça sert à nourrir 25 000 officines qui appartiennent plus ou moins aux syndicats. Hein. Bon, donc là, hein, c'est un second point, l'éducation. Je crois un des gros problèmes, justement, est qu'on n'a pas assez conçu l'éducation en France. On l'a conçue comme une éducation, une formation professionnalisante, fournir tout de suite une compétence professionnelle précise. Et donc c'est normal que les jeunes arrivés avec leur diplôme soient inquiets de ne pas trouver d'emploi. On n'a pas assez montré que d'abord l'éducation est une éducation générale qui vous permet ensuite de choisir éventuellement une filière et éventuellement de choisir, après avoir eu un premier emploi, de reprendre des études, comme par exemple c'est le cas aux États-Unis. Le troisième point, là je vais peut-être avoir moins d'assentiment. Je pense que face à cette montée de l'éducation dans la population, beaucoup d'entreprises et beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas été suffisamment audacieux et n'ont pas suffisamment adapté leur processus à cette main-d'œuvre qui était beaucoup plus éduquée. Et je suis étonné que dans cette discussion sur le pacte de responsabilité, plutôt que de mettre en avant l'embauche de jeunes, on ne met pas justement en avant une modernisation des processus de production qui permettrait justement d'engager ces diplômés. Dr. Shah. So with so many good answers to your question that have already come, I don't have a lot to add. But I would be very scared if the youth themselves didn't see themselves as the solution. Because that would be really frightening. I just look at my son, who's about 28 years old. He's a computer engineer. He's just given up a very steady job with a firm of about 1,000 people, and he's working for about a small startup company that is about 20 people. He's got a salary that's a bit higher, but he's going to have stock options, and they're creating a new technology. And he's just taken the plunge. He said, look, this is the way I'll remain at the cutting edge of what I do. And I have to remain at that cutting edge, otherwise it's over for me. And he's only 29. So I think you are the solution. And you have to think about ways in which you will respond to a new social contract. You will create that new social contract through your ability to vote, through your ability to influence your politicians, through your problem-solving skills. If the youth of Europe today don't have those skills, think about the large part of the youth in Africa and Asia that is still not developed, that is still grappling with even primary school outcomes and learning. But you have to be taking advantage of what you have, because if you don't, that youth, and we are talking not just of hundreds of people, we are talking of millions of people who will come into the global labor market, and they will have skills, and they will problem solve, and they will innovate, but you have to show the way because you're way ahead of them still. So I think you are the solution. Merci. Jean-Michel, quelques mots de conclusion? Oui, Patrick. D'abord, ce qui me frappe dans ce panel international qui a décrit des situations et des perspectives très variées, c'est que la réponse à la question que les organisateurs des rencontres avaient choisie comme titre de notre session est finalement assez convergente. La jeunesse, ressource rare du futur,
Non, finalement, non. La jeunesse n'est pas une ressource rare du futur. D'abord dans nos pays, parce que si on prend une définition un peu extensive comme celle d'Hervé, à ce moment-là, ça n'est pas une ressource rare, parce qu'il y a des parties du monde. On a cité l'Afrique, on a cité l'Inde, mais il y en aurait d'autres, où il y a des réservoirs de main-d'œuvre très importants. Et puis, l'immigration peut être là pour équilibrer les pressions trop fortes ou les pressions trop faibles. Et donc, finalement, la jeunesse n'est pas une ressource rare du futur. En revanche, ce qui est nécessaire, c'est d'investir dans la jeunesse, d'investir dans sa formation, d'investir dans son insertion dans l'emploi. Et Mercedes a même dit dans son intégration, et pas seulement pour la partie qui est immigrée, pour son intégration tout court. Et je partage assez ce point de vue qui me semble bien étayé. Pour terminer, je pense quand même qu'il faut se méfier parce que le thème de la jeunesse est un thème particulièrement propice à, je dirais, à la rhétorique sympathique, à la rhétorique même affectueuse vis-à-vis de la jeunesse, mais qui n'est guère suivie de conséquences ou d'effets, et qu'il faut se méfier de ça. Et pour terminer, je rappellerai ce qu'André avait dit en introduction, qui me paraît extrêmement juste, que face au discours sympathique vis-à-vis de la jeunesse, il faut instantanément vérifier que ceux qui émettent ces discours ont bien prévu de mettre en face les ressources qui permettent de financer ces programmes. Parce que sans ces ressources, évidemment, c'est de la rhétorique. Merci.